Pour débuter cet après-midi, je vais laisser la place à Alain Toth, spécialiste de la Chine ancienne et archéologue. C'est à vous. Vous avez un micro ici avec un peu d'eau et de... si vous souhaitez. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements aux organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Et je précise à mon très grand regret que je ne suis pas cavalier et que je demande donc en conséquence votre indulgence. L'année 2026 apparaît tout à fait propice pour évoquer ici même les représentations artistiques du cheval en Chine. Car nous sommes entrés, le 17 février dernier, dans l'année du cheval, et qui plus est, l'année du cheval de feu, qui ne revient que tous les 60 ans. Le cycle des animaux du zodiaque chinois comprend 12 animaux, toujours placés dans cet ordre. Le rat, le bœuf, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le porc. Pour noter le temps, les Chinois ont inventé il y a plus de 3000 ans, dès la naissance de leur écriture, 2 séries de signes cycliques. L'un de 10 signes appelés les 10 troncs célestes, l'autre de 12 signes qui forment les 12 rameaux terrestres. Ces derniers sont en correspondance avec le cycle des 12 heures de la journée, ainsi qu'avec le cycle de 12 années et avec les 12 animaux du zodiaque. Leur corrélation s'est mise en place au 1er siècle de notre ère. Quant aux 10 troncs célestes, chacun est en rapport étroit avec l'un des 5 agents que sont, dans un ordre immuable, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'ordre de succession des agents a sa logique propre, que l'on peut expliquer ainsi. Le feu consume le bois, et donc lui succède. Puis, selon un enchaînement similaire, la terre étouffe le feu, le métal fend la terre, et l'eau altère le métal. Lorsque le cycle des 5 agents reprend ensuite, le bois flotte sur l'eau, et ainsi de suite. Si maintenant l'on combine, ça devient un peu plus difficile, si maintenant l'on combine la suite des 10 troncs célestes avec la suite des 12 rameaux terrestres, en respectant l'ordre des signes de chaque cycle, on obtient 60 binômes, car 6 fois 10 égale 60, 5 fois 12 égale 60. Ces binômes forment à leur tour un cycle de 60 ans qui sert traditionnellement à nommer les années en Chine depuis au moins le IIIe siècle avant notre ère, et ce jusqu'à nos jours. Le cheval de feu est d'autant plus important dans l'imaginaire chinois et surtout dans la divination que les 2 caractères d'écriture formant son binôme sont chacun d'essence yang et se placent sous le signe du feu. D'abord, le cheval est d'essence yang. D'après un auteur qui vivait entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, le signe associé au cheval représenterait même l'apogée du yang, car le cheval est manifeste, facile, ferme et énergique. Et surtout, il va vite. Là, vous n'allez pas me contredire, j'imagine. Par opposition, l'apogée du yin, donc le contraire du yang, est représenté par un signe qui symbolise l'obscur, le caché, le ténébreux, et c'est pourquoi on lui associe le rat, car le rat se cache. En conséquence, les 2 graphies du binôme de l'année 2026, comme auparavant les années 1966, 1906 et ainsi de suite, désignent le 43e jour du cycle. Cette année-là est étroitement corrélée au yang, donc au principe mâle, au feu, au sud, au soleil, à l'été, à la couleur rouge, etc. Par opposition toujours au yin, qui est d'essence féminine. Je vous laisse juge de ces croyances profondément inscrites dans la mentalité traditionnelle chinoise, et croyez bien que je n'y adhère pas vraiment.
Dans ce qui vient d'être décrit, on note l'existence de correspondances et de symboles propres au temps et à l'espace, qui configurent toute l'astrologie chinoise. Ainsi, des miroirs datables entre le 7e et le 9e siècle nous montrent à la fois le cycle des 12 animaux du zodiaque, donc vous les voyez tout autour du miroir ici, et leur correspondance avec les 4 Orients. Les 4 Orients, ce sont les 4 animaux qui sont représentés au centre. Et comme il se doit, le cheval, très fortement marqué par son caractère yang, est associé à l'été et se trouve orienté au sud, avec l'oiseau rouge du sud. Lorsqu'il est de feu tous les 60 ans, il est particulièrement redouté. Une femme, par exemple, craindra ainsi d'épouser un homme de l'année du cheval de feu, concentrant en lui-même trop de force yang. Et elle évitera une naissance cette année-là, pour les mêmes raisons. Donc sur ce cheval de feu, je n'en dis pas plus long, car nous risquerions de nous éloigner de notre sujet, à savoir comment les sociétés chinoises anciennes ont représenté le cheval dans leur art. Cette question va nous entraîner sur différentes voies et nous fera parcourir plusieurs siècles. L'introduction du cheval en Chine a longtemps été sujet à débat. Et encore aujourd'hui, la question n'est pas résolue complètement. Cependant, on sait que dès l'origine, il a servi à tracter des chars et qu'il n'était pas monté. Dans la première moitié du XIIIe siècle avant notre ère, en effet, les premiers témoins de cette équidée étaient associés à des chars dans la région d'Anyang, où se trouvait la capitale de la dernière dynastie, celle des Shang. Des recherches récentes ont révélé le rôle clé de la région de l'actuelle Mongolie, par laquelle auraient été amenés des chevaux tractant des chars, pourvus de roues à rayons, une invention faite il y a environ 4000 ans dans l'Oural, et donc à plusieurs milliers de kilomètres de la Chine. Voici justement une carte à droite qui vous montre en haut la Mongolie et puis le domaine dominé par la dynastie des Shang, et entre les deux, un certain nombre de sites par lesquels ont transité les chevaux. À travers les objets découverts sur plusieurs sites, entre la Mongolie méridionale, la boucle du fleuve Jaune et Anyang, la dernière capitale de la dynastie Shang, on peut suivre les voies par lesquelles les hommes ont pratiqué des échanges depuis le nord vers les plaines centrales de la Chine. Les témoins en sont, par exemple, des couteaux de forme arquée. Vous en voyez dans la partie inférieure de l'écran à gauche, dont l'extrémité du manche représente une tête d'animal. Et donc tout à fait en bas, c'est une tête de cheval. L'origine septentrionale de cette introduction nous est révélée par les coutumes funéraires. Gardez bien votre micro près de la bouche. Ah, pardon. L'origine septentrionale de cette introduction nous est aussi révélée par les coutumes funéraires, en particulier l'inhumation de quelques défunts sur le ventre, à côté d'un char. Et c'est ce que vous avez sur l'image, le dessin qui est en haut, cerclé de rouge. C'est un défunt qui est inhumé sur le ventre. Et cette pratique funéraire était répandue en Mongolie, mais n'était pas traditionnelle à Anyang. Le char a été découvert à Anyang et on pense que l'homme qui est enterré là venait de Mongolie. Ce sont aussi des objets particuliers en bronze, fixés à la ceinture des conducteurs de chars. Vous en avez un en haut, deux en haut à droite, dans la partie droite, pour maintenir les rênes des chevaux, tout en ayant les mains libres afin de tirer à l'arc lors des chars et de la guerre. Et en bas, ce sont les mêmes objets découverts cette fois-ci en Sibérie et que les Chinois ont imités. Les couteaux, ornés d'une tête d'animal, ont été produits dans un style naturaliste.
qui n'a rien en commun avec l'art du bronze des Shang. L'art du bronze est représenté sur l'écran à votre droite et vous avez une tête de cheval qui apparaît à l'extrémité d'un manche de couteau de type stépik. En effet, c'est là un point capital. Les métallurgistes Shang avaient développé un art du bronze spécifique, aussi bien du point de vue de la technique que du style et de l'iconographie. Dans cet art, l'animal sauvage tient le premier rôle. Qu'il soit inspiré de la nature ou imaginaire, son aspect n'a jamais rien de naturel. Et là, sur le détail qui apparaît en bas à droite de l'écran, vous avez un oiseau, un éléphant dont la trompe est formée d'un serpent et un lièvre. Vous voyez qu'il y a une juxtaposition, un peu comme l'art que nous avons vu ce matin, que nous a montré Frédéric Plassard. L'art est extrait de la nature. Des conventions de représentation maintiennent l'animal à distance de la nature dans l'art. Aussi est-il difficile de montrer, pour cette époque lointaine et jusqu'au IVe siècle avant notre ère, des images de chevaux, hormis quelques exceptions, du fait que les chevaux étaient des animaux domestiques. Je vais vous montrer maintenant quelques exceptions à la règle que je viens d'énoncer, à savoir qu'on ne représente pas l'animal domestique traditionnellement dans la Chine ancienne. Dans la tombe d'une épouse royale qui est morte vers 1200 avant notre ère, était déposée une collection de plusieurs centaines d'objets en jade, parmi lesquels 2 petites plaques en forme de cheval. 2 autres exemples, des sculptures en bronze, ont été découverts dans une tombe. Comme on le voit, les premières œuvres de petit format sont assez simples, mais sans doute assez fidèles à leur modèle. Tous ces chevaux ont en commun d'avoir une petite taille au garrot et des jambes courtes assez épaisses. On peut ajouter encore un motif au trait situé sous la base d'un vase, donc rendu invisible. Il s'agit peut-être d'une marque associée au propriétaire ou à l'artiste qui a fondu le vase ou encore à son atelier. En dehors de ces rares objets, nous n'avons pas d'autres images du cheval au second millénaire avant notre ère, alors même qu'il jouissait d'un très grand prestige puisque son emploi était réservé aux chars de l'aristocratie. Voici encore une exception, mais un petit peu plus tardive, donc que l'on date entre 950 et 850 avant notre ère. C'est un dernier exemple qui donne à une paire de vases en bronze la forme d'un cheval. Il s'agit d'une autre exception, au même titre que les 2 chevaux en bronze que nous venons de voir précédemment. Non seulement en raison du thème choisi, un animal domestique, mais encore en raison de son rendu naturaliste. La justification de cette forme, s'il en est une, nous est donnée par l'inscription qu'il porte au niveau de l'encolure et du poitrail. Celle-ci indique qu'au cours du 13e mois de l'année, donc vous avez bien entendu 13e mois, parce que l'année à cette époque-là était lunaire et donc plus courte que l'année solaire de 11 jours. Donc il fallait rajouter certaines années un mois intercalaire. Et donc, le 21e jour de ce mois, tandis que le roi se trouvait à X, un endroit qu'on n'a pas pu localiser, il a présidé la cérémonie de présentation des poulains non encore dressés. Il s'est rendu dans les écuries royales et a offert en personne à Lou, c'est le nom de la personne, du commanditaire du vase, 2 jeunes mulets. Ce dernier a remercié le roi pour toute l'affection qu'il portait à son lignage et pour ses cadeaux somptueux, et il a fait fondre une paire de vases représentant des poulains afin de célébrer cette félicité royale en procédant au sacrifice dû à ses ancêtres. Des transformations sociales et religieuses majeures, ainsi qu'un contexte historique nouveau, vont affecter en profondeur toute la production artistique entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère. C'est à cette époque que les artistes conçoivent un art narratif,
formée de scènes montrant des personnages en action. On a ainsi quelques représentations de chars en mouvement dans un cadre naturel, vous en avez un ici, ce cadre restant cependant assez sommaire. L'époque dite des royaumes combattants, entre le début du 5e siècle et 221 avant notre ère, est l'une des plus riches de l'histoire de la pensée chinoise, mais aussi sur les plans littéraires et artistiques. Il s'agit d'une époque troublée, marquée par des guerres sans merci et continuelles entre des États indépendants qui constituaient alors le monde sinisé. Chaque pays voulait établir un pouvoir hégémonique sur ses voisins, dans le but avoué, à partir de la fin du IVe siècle avant notre ère, d'unifier l'ensemble des pays de culture chinoise en un empire. L'empire sera créé en 221 avant notre ère. De plus, avec le développement économique et sous la pression démographique, les Chinois qui vivaient dans les principautés du Nord ont noué des contacts de plus en plus étroits avec les peuples des steppes, des cavaliers, et ils ont adopté de leurs voisins l'habitude de monter à cheval, celle de faire la guerre avec des régiments de cavalerie, et ils ont adopté leur costume vestimentaire, à savoir le pantalon. De proche en proche, l'équitation va se développer au début de l'Empire. Un premier témoin artistique se concrétise sous la forme de statuettes de cavaliers découvertes près de la capitale de Qin qui unifiera la Chine. Ces statuettes en terre cuite sont assez frustes car elles font partie du mobilier funéraire d'une tombe. Elles nous apportent cependant quelques informations importantes. Les deux cavaliers portent une tunique courte, montant jusqu'au cou et bordée d'une épaisse fourrure, différente de la robe chinoise de l'époque. Les traits de leur visage semblent appartenir au type mongol. Leur tête est couverte par une sorte de bonnet protégeant les oreilles. Et ils sont peut-être chaussés de bottes. On peut rapprocher ces deux cavaliers avec une scène figurant au dos d'un miroir que vous avez à droite, datant des environs de 300 avant notre ère. Ce miroir a été découvert dans une tombe royale. Il montre un cavalier de la steppe brandissant son épée contre une panthère des neiges, reconnaissable à sa queue. L'homme s'apprête à sauter de sa monture pour affronter l'animal. Ce décor rarissime et même unique témoigne de liens avec l'art hellénistique, dont quelques œuvres avaient pénétré jusqu'en Chine au IVe, IIIe siècle avant notre ère. On doit en effet cette pénétration à Alexandre le Grand, qui a été mentionné du reste ce matin, qui s'était aventuré jusque dans la vallée de l'Indus après avoir conquis l'Empire perse. Ces conquêtes ont été suivies par l'implantation, à la fin du IVe siècle avant notre ère, de colonies grecques en Bactriane, dans le nord de l'actuel Afghanistan. Dans cette scène dramatique, le cheval est représenté de 3/4 dans sa course. Ses jambes sont toutes figurées, ce qui est en complet contraste avec le mode chinois traditionnel de représentation des animaux, toujours vu de profil, avec une seule patte pour l'avant, une seule patte pour l'arrière. Et enfin, les proportions des trois protagonistes sont justes. Ce sont autant d'éléments étrangers à la tradition artistique chinoise et donc exotiques pour un œil chinois de l'époque. Sans nul doute possible, cette scène prend modèle sur une image venant de l'Asie centrale hellénisée. Mais un changement majeur, représenté par l'introduction de l'équitation en Chine, a trouvé une remarquable illustration avec la découverte faite près du mausolée du premier empereur, mort en 210 avant notre ère. Cette tombe a été conçue par l'empereur lui-même afin de s'assurer dans l'au-delà une vie comparable à celle qu'il avait eue ici-bas. Durant toute sa vie, il avait aspiré à l'immortalité. Pour gagner cette immortalité par-delà la mort, il voulait organiser sa tombe de façon à représenter le monde sur lequel il avait régné et aménager sa sépulture sous la forme d'un palais.
Sa dernière demeure se trouve donc enterrée sous le tumulus que vous voyez en haut à gauche, tandis que toutes les dépendances du palais souterrain sont dispersées autour. Voici donc le plan du mausolée complet avec toutes les... Le tumulus est représenté par le carré blanc au centre sur la carte de gauche. Le tumulus n'a pas encore été fouillé, mais plusieurs fosses indépendantes ayant chacune une fonction précise l'ont été. Ainsi, par exemple, une fosse réunissait les statuts des fonctionnaires de son administration. D'autres fosses contenaient des musiciens pour divertir l'empereur. À quelques distances des écuries, les écuries occupaient une place très importante, plus de 500 mètres de long. Et plus loin encore, l'armée et des éléments suggérant différents loisirs, tels que la chasse ou la réunion d'animaux merveilleux dans un parc. Nous allons concentrer maintenant notre attention sur la présence des chevaux sur ce site. De ce point de vue, les fosses aux guerriers du premier empereur ont été une révélation. De même qu'une petite fosse située contre le flanc ouest du tumulus qui contenait 2 modèles de chars en bronze, avec des garnitures en or à l'échelle 1,5. Ces 2 chars sont tractés chacun par 4 chevaux. Les 2 au milieu tirent le char et latéralement, les 2 chevaux de volée servent à remplacer ceux du milieu après un certain temps de course. Placés l'un à la suite de l'autre, les 2 chars étaient orientés vers l'ouest. Le premier, un char de guerre, sert d'éclaireur au second. Le premier est en haut à droite et le second est en bas aussi. Et puis le second, représenté à gauche, est une voiture fermée, la seule connue de toute l'Antiquité chinoise. La minutie de chaque détail nous donne accès à une mine d'informations sur les techniques les plus avancées du char au IIIe siècle avant notre ère. La voiture fermée est conduite par un cocher assis sur ses talons à l'avant de la caisse. Cette dernière est largement couverte par une toiture débordante et un homme pouvait s'y tenir à l'intérieur. Le char de guerre est guidé par un guerrier muni d'une épée, d'une arbalète et d'un bouclier pour protéger l'occupant du second char. Or, dans la voiture couverte, il n'y a personne. Les 2 chars sont maintenus au sol par des cales, mais leurs conducteurs sont déjà installés, comme prêts à partir. En quelque sorte, il ne restait plus qu'à faire monter l'empereur dans sa voiture. Et voici un détail d'un des chevaux et du harnachement. Et de toutes les fosses du complexe funéraire, les plus impressionnantes restent les 3 fosses contenant l'armée de l'empereur. Si l'on estime à 6 ou 7 000, voire 8 000 le nombre de statues, ce n'est pas tant la quantité qui impressionne que la fidélité à une organisation militaire, à son déploiement en vue du combat, à l'aspect des guerriers, différents selon le rang qu'ils occupent, jusque dans les traits réalistes de leur visage et le détail de leur coiffure. Leurs armes sont réelles et ils sont représentés à taille réelle, environ même légèrement idéalisés puisqu'ils font à peu près 1,80 m de haut. Les chars de combat, quant à eux, sont tirés par 4 chevaux et occupés par 3 hommes, un cocher, un officier de commandement et un soldat de protection. Les 3 hommes sont placés debout, derrière le char, qui, initialement en bois, s'est désintégré avec le temps, mais initialement, ils étaient sur le char. Le soin apporté à la tenue des combattants, à leur armement, constitué de vraies armes, sont autant d'éléments que les textes de l'époque n'auraient su décrire avec ce degré de précision. L'importance de l'infanterie, avec ses archers, ses arbalétriers, ses hallebardiers, ses lanciers, pourvus ou non d'une armure, est manifeste. Mais désormais, le rôle de la cavalerie dans l'armée semble aussi bien réel. La découverte des guerriers du premier empereur a révélé une formation complète de chevaux sellés, mais non montés. Leur harnachement semble avoir été reproduit fidèlement.
Les selles sont plates et fixées à l'aide d'une sangle ventrale et d'une croupière passant sous la queue de l'animal. On observe que la selle est posée sur un tapis orné de franges. Ce tapis n'est pas sans rappeler un tapis de selle découvert dans une tombe située à Pasirik, dans l'Altaï, à plus de 2000 km de Xi'an à vol d'oiseau. Voilà. Ce tapis est formé d'une soierie chinoise brodée du début du IIIe siècle avant notre ère, encadrée de feutre, rehaussée de cuir, d'or et d'étain, et bordée de franges en touffes de poils de yak. Il est clair qu'il existe un lien étroit entre le harnachement des chevaux du premier empereur et celui des chevaux scythes de l'Altaï. Les selles ne semblent pas posséder des arçons. Ce réalisme des guerriers et des chevaux est sans précédent dans l'art de la Chine ancienne, car jusqu'au début de l'Empire, les artistes ne représentaient que très rarement l'homme, comme s'il y avait un tabou. On sait que le premier empereur était obnubilé par sa mort. Toute sa vie durant, il s'est entouré de magiciens, d'alchimistes, auxquels il ordonnait de lui préparer des élixirs de longue vie, et même de partir en expédition à la recherche des immortels afin de pouvoir rejoindre ces derniers. Je crois bien que s'il n'a pas accédé à l'immortalité, il a du moins l'éternité, gagné l'éternité dans la mémoire des hommes. Son nom, qui est aujourd'hui connu universellement, l'inspiration dont se nourrissent les artistes contemporains, les films réalisés à partir des guerriers de sa tombe et les jeux vidéo n'en sont-ils pas la meilleure preuve ? Je vous remercie.